Donc bienvenue pour ce nouveau webinaire Explorer de nouveaux territoires. Donc l'objectif, c'est de faire une première passe, en tout cas, sur déjà qu'est-ce que c'est qu'un territoire, comment on l'exploite, quelles sont les bonnes méthodes à avoir. Donc on va parler études de marché, on va parler acquisition, donc on va aborder ces sujets. N'hésitez pas, comme je le disais juste avant, à poser toutes vos questions, même au fur et à mesure, vu qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui, et ça permettra que je puisse abonder cette présentation. Donc on est ensemble à peu près jusqu'à midi, et on va avancer. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc chez Imago, on est spécialiste du business développement. Notre métier, c'est d'apporter de la croissance à nos clients et on va utiliser les leviers aussi bien sales que marketing, de manière en fait à créer des tunnels de vente efficaces et à viser un retour sur investissement maximal. Alors, il y a aujourd'hui, j'introduis souvent mes webinaires de cette manière-là, mais il n'y a que 3 moyens de développer sa société. Augmenter son nombre de clients, augmenter le chiffre d'affaires par client ou mieux les fidéliser. Il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que même si on est dans le cadre d'une croissance externe pour développer sa boîte, il y a un moment, on va retomber dans un de ces 3 mécanismes. Et l'exploration des nouveaux territoires, on tombe exactement dans ce cas de figure-là. C'est qu'à un moment, soit on n'arrive plus à augmenter son nombre de clients sur le territoire, on va en parler, soit les paniers moyens, on est déjà à notre maximum, ou soit on a déjà des difficultés à fidéliser et on revient, on va devoir augmenter son nombre de clients. Alors, je vais vous présenter quelques modèles de développement d'entreprise. Et ces modèles-là sont assez intéressants parce que c'est à quel moment on va explorer des nouveaux territoires. Alors, sur les startups, donc c'est un modèle qui est très particulier. L'historique des startups, d'ailleurs, c'est pas forcément que de la tech, puisque les premières startups, ce sont les industries pétrolières. Donc, et le mot startup est sorti en 1920 pour la première fois. Et donc, la définition officielle d'une startup, c'est une entreprise qui a un fort besoin d'investissement pour réaliser un potentiel de marché mondial. Et là, en fait, une startup, c'est quoi? C'est déjà purement et simplement l'exploration d'un nouveau territoire. C'est-à-dire qu'on a détecté un territoire mondial et on va devoir l'exploiter rapidement, le plus rapidement possible. D'où cette notion d'avoir besoin de fonds parfois gigantesques pour capter cette clientèle au niveau mondial. Donc une startup, ça va passer par pas mal de phases, donc de l'idée, de la maquette, le prototype. Un prototype, c'est quelque chose qui est fonctionnel par rapport à une maquette qui ne l'est pas. On va faire ce qu'on appelle un POC technique, où on va valider chez le client que le prototype fonctionne. C'est bien beau quand ça fonctionne en labo, mais quand ça ne fonctionne pas chez le client, ça peut être problématique. Le POC commercial, on va essayer de tenter de vendre son innovation et valider que son modèle économique, ses canaux de distribution sont bons. Le MVP qui permet justement c'est le minimum viable product. On a une solution minimale qui est vendable et qui fonctionne. À partir de là, on va faire des ventes artisanales et c'est là où intervient la levée de fonds pour capter ce territoire. Et là, on va passer dans une industrialisation des ventes. Donc, ce qui reste notre spécialité chez Imago. C'est là où on a des courbes de croissance exponentielles. Alors, pourquoi je vous parle des startups aujourd'hui de ce modèle-là? C'est que beaucoup de grands groupes, ce qu'on appelle aussi de l'intrapreneuriat, montent des startups ou rachètent des startups naissantes de manière à explorer des nouveaux territoires de manière autonome. Donc, ça peut être aussi une voie d'exploration, de créer une nouvelle offre, une nouvelle structure. Alors, dans une PME, c'est la même chose. Donc, il y a toujours le démarrage d'une activité, une première embauche. Donc là, on est plutôt à la vie d'une TPE que d'une PME à ce moment-là. Il y a un moment ou un autre une crise de croissance. Donc, l'échelle de temps, il n'y a pas, j'ai pas mis d'échelle de temps particulière parce que cette échelle de temps peut être très courte ou très longue suivant la croissance. La crise de croissance peut arriver au bout d'1 an comme au bout de 15 ans. Donc, il n'y a pas de règle dans ce schéma-là. Puis, il y a très souvent, après la crise de croissance, d'autres problématiques de financement, d'embauche, ce qu'on appelle la vallée de la mort dans les entreprises. Et c'est là où beaucoup de boîtes meurent parce qu'elles ne sont pas suffisamment rentables, parce qu'elles arrivent à un certain niveau de croissance, elles n'arrivent pas à dépasser ce plafond de verre. Celles qui arrivent à le passer augmentent. Donc, c'est là où, d'ailleurs, dans cette vallée de la mort, c'est là où parfois il faut explorer de nouveaux territoires pour aller chercher de la croissance.
Donc ça, c'est un premier point. Donc, à partir de là, quand on a capté sa croissance, on arrive à fonctionner, c'est là où on a des belles boîtes qui arrivent à se créer, des PME qui ont une croissance régulière. Il y a un moment ou un autre, une concurrence qui va arriver. Alors, elle peut être technologique, elle peut être avec une entreprise qui a plus ou moins de moyens, qui va faire du mal à l'entreprise. L'exemple typique, c'est les taxis G7 et Uber, où il y a quelques années, les taxis ne croyaient pas que Uber allait prendre des parts de marché en France. Et c'est là où il y a un changement de modèle. Et on va aussi explorer une forme d'un nouveau territoire. Et ça va permettre de redémarrer une entreprise. Dans les sociétés d'expertise, on a ce qu'on appelle l'effet Dancy. Donc l'effet Dancy, c'est je produis des missions en permanence, mais pendant ce temps-là, je fais pas de commercial. Donc mon chiffre d'affaires baisse. Et quand mon chiffre d'affaires baisse, je vais refaire du commercial. Pour pouvoir aller chercher de nouveaux clients, je reproduis des missions, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement épuisant. On le retrouve dans énormément de boîtes de conseils d'expertise. Et on ne peut sortir de ce modèle-là que en embauchant des commerciaux, en allant chercher de nouveaux territoires, en créant des nouvelles offres ou en changeant de modèle. Et c'est là où beaucoup de sociétés de conseils, de services sont en train justement de devenir presque des startups parce qu'elles vont créer justement autre chose, changer de modèle et innover. Et c'est aussi une forme d'explorer un nouveau territoire pour évoluer et aller capter des parts de marché. Dans les industries, on a donc ce modèle-là, qui est un modèle plutôt qui fonctionne en plateau, donc par plateau de production. C'est-à-dire qu'on va aller faire du commercial, on va saturer un premier outil de production, puis refaire du commercial, puis saturer un outil de production, et ce qui explique une difficulté des industriels, plus particulièrement en France, où en fait on attend que l'outil soit saturé, voire de ne pas le développer parce qu'on veut pas aller chercher d'autres investissements, et on a un plateau de production qui est permanent, et c'est le syndrome du sous-traitant. On est sous-traitant, j'ai 3, 4, 5 gros clients qui m'apportent une production où je bosse au 3-8, mon outil est saturé, je refuse de nouveaux clients, sauf qu'à un moment, et on est exactement dans ce cas-là actuellement, je perds des clients, il y a un effondrement des ventes, un changement de comportement du marché, et à partir de là, je me retrouve le bec dans l'eau. Donc c'est là où l'exploration des nouveaux territoires va être aussi hyper important. Ça peut être international, ça peut être de changer de voie. Je fais de la tôlerie, je veux faire du gel hydroalcoolique, de la tôlerie et je veux faire des distributeurs de gel hydroalcoolique. Donc il n'y a pas de règle. De ce côté-là, on peut aussi innover, donc changer de territoire géographique, créer une nouvelle offre ou changer de segment de marché. Je m'adressais à des grosses boîtes, je vais m'adresser à des plus petites boîtes qui peuvent avoir d'autres besoins de manière à lisser mon risque. Donc tout ça, tous ces exemples-là, ça montre qu'il y a un moment ou un autre dans la vie d'une entreprise, il va falloir aller explorer des nouveaux territoires. Et on peut le voir par plusieurs prismes, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors, dans quel cas on peut explorer un nouveau territoire? Donc, il y a 4 grandes thématiques. Le premier, c'est qu'il y a une concurrence accrue sur un segment de marché. Je travaille avec l'univers des startups et aujourd'hui, on n'était pas beaucoup sur mon marché et du jour au lendemain, il y a énormément de monde qui arrive et de concurrents qui pop. Peu importe qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, votre message va être dilué, vous allez être moins visible et vous allez perdre des parts de marché face à une concurrence qui va être low cost, avec une meilleure expérience client, avec un meilleur service. Donc, il va falloir muter, il va falloir innover, il va falloir changer de territoire. Donc ça, on va en parler. Le deuxième, c'est sur un segment de marché en particulier ou pas, c'est les coûts d'acquisition qui augmentent. Il faut savoir que en 10 ans, les coûts d'acquisition ont été en moyenne multipliés par 10. Donc là aussi, d'un point de vue commercial ou même sur l'inbound marketing, c'est valable partout, les coûts d'acquisition ne cessent d'augmenter aujourd'hui. Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, parce qu'il y a de plus en plus de choix, concurrence directe ou indirecte, et il faut se battre sur d'autres canaux. Et ça, si on n'est pas capable de mesurer son temps commercial et son coût d'acquisition, c'est très compliqué. Donc pareil même pour un indépendant, c'est-à-dire que le temps commercial qui va passer pour acquérir du client va être de plus en plus important. Donc c'est là où il va falloir, même en tant qu'indépendant, trouver d'autres leviers de manière à pouvoir aller chercher de la croissance et des nouveaux clients. L'autre cas, c'est que j'ai un segment de marché où mon offre ne correspond plus à un besoin ou une attente. Et là, il y a
L'exemple typique, cas de Covid, les transports en commun, ça correspond plus à besoin d'attente parce qu'on est tous chez soi. Donc là, comment on fait et le transport, l'aviation, on est exactement là-dedans. L'attente, donc il y a la honte de prendre l'avion qui commence à émerger et à prendre des parts de marché. On voit que le train commence à récupérer des parts de marché sur le secteur aérien, plus la crise sanitaire qui fait qu'aujourd'hui, ça ne correspond plus à un besoin et plus à une attente parce qu'il n'y a plus les mêmes besoins de mobilité. Donc c'est comment aujourd'hui ces boîtes-là vont pouvoir s'ouvrir à des nouveaux marchés, soit en termes d'offres, soit en termes de segments de marché. Donc c'est une vraie réflexion qu'il va falloir mener et idéalement qu'il aurait fallu mener en amont de manière à avoir un plan pour pouvoir changer et développer des nouveaux business. Et enfin, le dernier cas, et si vous y êtes, c'est génial, c'est que vous avez atteint vos parts de marché maximum sur un segment de marché. Alors on ne pourra jamais avoir personne avoir 100% de parts de marché, une hégémonie. Enfin bon, même Google, au final, il y a des moteurs de recherche alternatifs. Mais il y a un moment, le marché est saturé et c'est là où il va falloir changer, innover pour aller capter des nouvelles parts de marché. Donc si vous en êtes là, et si vous participez à ce webinaire, j'en suis extrêmement flatté. Mais c'est des cas qui restent anecdotiques aujourd'hui. Alors déjà, on va se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un territoire, parce que quand on parle de territoire, on va parler très souvent dans l'image d'un territoire géographique. C'est vrai, ça peut être le cas. Donc quand on travaille sur le niveau secteur local, ça peut être d'explorer autre chose. Ça peut être l'international, ça peut être un autre département, ça peut être une autre région, ça peut être une autre ville. Mais c'est pas que ça aujourd'hui un territoire. Ça peut être aussi un nouveau segment de marché. Donc on va aussi parler des segments de marché, de comment on crée ces segments de marché et comment on va chercher d'autres segments de marché. Et enfin, un territoire, ça peut être aussi une nouvelle offre parce que l'offre correspond à un segment de marché qui soit stratégique ou marketing, mais créer une nouvelle offre, c'est s'ouvrir en fait à un nouveau territoire. Donc ça aussi, ça peut être une réflexion et on finira là-dessus sur quelles sont les méthodes d'innovation pour vous permettre en fait de créer de nouvelles offres. Alors, il y a un prérequis dans tous les cas avant d'aller chercher justement à se développer. C'est la veille. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas d'information, on n'est pas capable de faire une bonne prise de décision. Donc, il faut faire attention à l'infobésité aussi. Donc, il faut bien sélectionner cette information et savoir comment on va pouvoir justement travailler autour de ça et être efficace. Donc, il y a 3 choses principales à surveiller, ses clients, ses prospects et ses concurrents. Et il faut pouvoir mettre en place et surveiller un outil de veille. Idéalement, il faut accorder 15 à 30 minutes par jour à faire sa veille et à stocker sa veille. Donc ça, c'est indispensable. Alors, il y a une méthode qui est assez sympa, je vais passer rapidement dessus parce que vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres de nos webinaires, c'est la méthode Pestel qui vous permet en tout cas de poser les bonnes bases pour pouvoir construire votre système de veille en dehors de votre aspect client, prospect, concurrent. C'est réfléchir autour de la politique, quelles sont les décisions politiques qui vont impacter votre business. Et là, il y a aussi des nouveaux territoires qui peuvent se créer, des nouvelles normes. Donc là, on passerait dans le côté légal. Ça peut être d'un point de vue économique. Il y a une situation économique et on est dedans actuellement qui fait que ça impacte votre business, mais ça peut être de manière positive ou négative. Donc le Pestel, c'est aussi repérer les pivots positifs et négatifs de votre activité. Sociétal, repérer les comportements de marché, les attentes et les besoins de vos consommateurs, qu'ils soient B2B ou B2C. Technologique, est-ce qu'il y a des technologies qui peuvent vous aider, en tout cas, soit à créer des nouvelles offres, soit à vendre plus, soit à vendre mieux, ou au contraire, qui risquent de générer de la concurrence. Et enfin, écologique, au sens macro. Donc, en haut, vous avez un flashcode. Vous pourrez avoir à la fin de l'intervention le support. Et sur ce flashcode, vous aurez un article explicatif qui va un peu plus loin dans l'explication du Pestel. Et en flashant ce code-là ou en allant sur ce lien, vous pourrez télécharger une matrice Pestel pour organiser en tout cas vos informations et savoir quelles sont les thématiques que vous allez pouvoir, sur lesquelles vous allez pouvoir faire de la veille. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Si vous n'avez pas d'informations, vous n'êtes pas capable de faire une bonne prise de décision et à partir de là, d'explorer les bons territoires. Vous l'avez vu, offre, territoire géographique, segment de marché, ça fait beaucoup de territoires potentiels que vous allez devoir explorer.
Donc, vous ne pourrez pas tout faire, surtout si vous êtes sur une équipe réduite. Donc, il y a un moment, il va falloir faire du sélection, faire du test et pouvoir justement bien prioriser les territoires à tester, en tout cas ceux où vous pensez qu'il y a le plus de potentiel. Mais il y a une règle, c'est le marché qui va vous apporter la vraie donnée et les vraies réponses à vos questions. Alors, pour les logiciels de veille, je vous en présente 3 qui sont gratuits. Alors, ils ont des modes payants les 3, mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser de manière gratuite. Il y a InnoReader qui permet de créer d'ailleurs ses propres alertes aussi et ses propres flux, qui est vraiment pas mal et assez sympa. Feedly qui est un peu plus générique et qui va vous permettre de travailler autour de flux RSS de journaux. Donc, on est plutôt sur de la veille un peu généraliste, mais qui est très sympa sur l'aspect mobile. InnoReader aussi, d'ailleurs. Et NetVibes. Donc, NetVibes qui permet d'aller un peu plus loin. Moi, j'aime bien en version plutôt navigateur web et d'organiser par onglet. Et pour faire une veille concurrentielle ou d'appel d'offres, c'est juste parfait. Alors, il y a plusieurs manières de défricher un nouveau territoire. La première manière, c'est de faire une étude de marché. Donc, l'étude de marché, il y en a 2 grandes. La première, c'est l'étude de marché, excusez-moi, littéraire, qui est intéressante, mais qui aujourd'hui n'est plus suffisante. Donc, l'étude de marché littéraire, c'est qu'on va aller glaner un maximum d'informations. Donc, il y a plein d'études qu'on va aller glaner. On va faire une méta-étude avec toutes les informations qu'on va aller récupérer. C'est ce que proposent aujourd'hui la plupart des cabinets d'études de marché. Donc, ça reste intéressant, mais le temps que les études soient publiées, il y a toujours en fait un délai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va toujours se baser sur des documents qui ont 1, 2, voire 3 ans. Au-delà, ça perd en pertinence. Mais les comportements de marché changent tellement vite que on peut avoir des informations et louper des informations stratégiques. Donc, ça nous amène sur l'étude de marché opérationnelle. Donc, ça, qui est une de nos spécificités chez Imago, c'est d'aller tester le marché par tout un ensemble de canaux et aussi de valider ce qu'on a pu détecter d'un point de vue plutôt théorique et littéraire. Donc, je vais vous parler des différentes méthodes que vous allez pouvoir utiliser. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de faire des tests de vente. Et c'est ce que je disais juste avant. Il n'y a que la réalité du marché qui va pouvoir justement vous apporter des vraies réponses. C'est la différence entre le besoin et l'attente. C'est-à-dire que vous pouvez capter un besoin, dire « Ok, ma solution répond à un vrai besoin marché », mais si aujourd'hui ça ne répond pas à une attente et à ce que les gens veulent acheter, vous n'arriverez pas à les vendre. Et ça, c'est un vrai problème et c'est un vrai biais, en tout cas dans les études de marché opérationnelles, et on va parler des études quali, par exemple sur les focus group, où c'est intéressant ce qu'on peut avoir, mais on ne peut pas faire une prise de décision uniquement là-dessus. Donc, il faut faire attention. Donc, on peut dupliquer et avoir plein de méthodes, mais il faut savoir lire ce qu'il y a derrière et sortir de ces biais. Et je vous parlerai des biais cognitifs pendant tout à l'heure dans une des slides suivantes. Alors, quelques prérequis pour la phase opérationnelle et réaliser vos ventes et construire vos tunnels de vente. Parce que aujourd'hui, on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc ça, c'est indispensable. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire, je reviens sur la slide suivante, un test opérationnel ou un test des ventes si vous n'avez pas modélisé vos tunnels de vente et étape par étape. Donc un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est? C'est vous allez décomposer votre vente, en tout cas théorique, ou votre process d'approche client ou d'approche prospect, d'ailleurs pour être tout à fait exact, étape par étape. À partir de là, vous allez pouvoir mettre en place des indicateurs de performance, donc des KPI, pour valider que, en tout cas, à quel moment vous intéressez vos prospects, à quel moment vous perdez vos prospects. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui va vous permettre de construire un process efficace et de valider que ce nouveau territoire fonctionne, aussi bien en termes de nouvelles offres, de nouveaux territoires géographiques ou de nouveaux segments de marché à approcher. Donc, ça vous permet aussi de calculer et d'améliorer votre taux de conversion parce que vous allez vous dire, OK, je fais une campagne Facebook, les gens arrivent sur ma page, mais ils cliquent pas sur le bouton réservé. Alors, qu'est-ce que ça traduit? Eh ben, ça peut traduire tout simplement
que en fait votre offre, soit le prix est trop cher, soit c'est pas ergonomique, ou soit ça ne répond pas dans le détail de ce que vous proposez vraiment au point de douleur de votre prospect. Donc à partir de là, vous allez mettre en place une démarche de test and learn, changer certaines choses, le prix, la proposition de valeur, l'ergonomie, de manière en fait à trouver la bonne solution et comprendre le point de blocage. Et d'un point de vue commercial, c'est pareil. Et là, vous allez en fait avancer étape par étape et vous allez trouver le bon canal d'acquisition. Ça vous permet aussi de construire cette tunnel de vente, d'organiser et d'optimiser votre phase de prospection. C'est-à-dire que vous allez voir à quel moment, pareil, vous perdez votre prospect. Est-ce que ça va être au moment du premier appel, du premier rendez-vous, d'une démo, si vous avez besoin de faire des démos, de la signature de votre prospect? Et là, vous allez voir en fait ce qui pose problème réellement dans votre process. Donc, on est en train de basculer, c'est un vrai changement sur l'activité commerciale de quelque chose il y a 5-10 ans qui était vraiment au doigt mouillé à une approche scientifique du commercial. Et c'est exactement ça qu'il faut déployer et développer pour être efficace. Et sinon, si on n'a pas ces outils de mesure, on ne peut pas améliorer ses actions. Et si on ne peut pas améliorer ses actions, on ne peut pas faire de déduction sur ce qui est faisable et sur ce qui n'est pas faisable. Et accessoirement, ça permet aussi justement de pouvoir configurer son CRM. Alors, la plupart des personnes ne le font pas aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie problématique parce que du coup, ça ne permet pas d'améliorer ses actions derrière et d'avoir une configuration propre de son CRM et de maximiser, en tout cas, le résultat de ses actions. Votre CRM, ça doit être, vous devez centraliser tous les résultats de vos études de marché dans votre logiciel. Ça vous permet de sortir des données intéressantes. Alors, comment on va choisir ces canaux de test? Donc, il y a deux grands macros, je dirais canaux qu'on peut utiliser, l'inbound marketing ou l'outbound, et l'un ne s'exclut pas avec l'autre. Aujourd'hui, ils sont complémentaires. Si quelqu'un vous dit, voilà, il n'y a que l'inbound qui marche ou il n'y a que l'outbound, j'ai envie de dire fuyez parce que c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris sur le fonctionnement actuel. C'est-à-dire que l'inbound permet de générer des demandes entrantes qui vont pouvoir traiter d'un point de vue commercial et l'outbound permet de qualifier de la donnée qui va permettre de générer de l'inbound. Alors, qu'est-ce que c'est? L'inbound, c'est l'art de générer des demandes entrantes. On utilise plein de canaux, blog, démo, publicité Facebook, publicité Google, ça peut être même de l'événementiel. Voilà, il n'y a pas de règle sur tout ce qu'on peut utiliser. Donc, d'ailleurs, on va faire un webinaire spécifique sur le sujet. L'outbound, ça va être plutôt là, on va aller pêcher, chercher, chasser le client, le prospect. Donc, on est plutôt dans une démarche sortante d'acquisition. Et là, en fait, autant dans l'inbound, on va aller générer tout un flux de personnes qui sont peu qualifiées. Donc, vous aurez plein de prospects pas qualifiés avec une maturité qui sera faible. L'outbound, vous allez appeler plein de gens qui ne seront pas matures, mais en tout cas, vous allez cibler suffisamment bien l'interlocuteur pour savoir qui vous allez aller approcher. Alors, parfois, vous allez appeler à l'aveugle, mais le but, ça va être d'avoir un segment de marché précis. Et à partir de là, vous allez pouvoir avancer dans votre relation commerciale et signer ce prospect. Alors, globalement, l'inbound, ça permet de faire une démarche quantitative et l'outbound, ça permet de faire une démarche qualitative. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on ne doit pas faire du qualitatif avec de l'inbound et du quantitatif avec de l'outbound, mais on est quand même sur des choses qui sont principales, des tendances principales. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un grand nombre de contacts sur l'inbound, mais le taux de transformation sera toujours un peu plus faible que sur de l'outbound, où on aura peut-être un nombre de contacts qui sera plus réduit, mais sur lequel on va maximiser un taux de transformation. Et là aussi, sur vos indicateurs, quand vous allez faire votre étude de marché et explorer des nouveaux territoires, vous allez voir que ça, c'est un indicateur qui est hyper important. C'est ça qui va vous permettre de mesurer votre coût d'acquisition et est-ce que votre territoire est réellement intéressant. Je vais prendre un exemple concret. Vous vendez à des commerçants, vous devez faire du porte-à-porte pour aller les voir. Vous devez faire 100 commerçants pour en signer un. Donc, 100 commerçants, ça va vous prendre, si vous êtes ultra efficace, 2 à 3 jours. Donc, ça veut dire que ça va vous coûter, tout compris, à peu près 400-500 € pour faire l'acquisition d'un commerçant. À côté de ça, sur l'inbound, vous allez peut-être avoir 1000 commerçants qui vont être intéressés. Donc, peut-être que vous allez avoir 10 entretiens avec des gens très intéressés et vous allez faire une vente. Mais votre coût d'acquisition sera de 100 € parce que vous aurez été beaucoup plus efficace en termes de temps d'entretien et la campagne que vous aurez faite vous aura peut-être coûté que 50 €. Donc ça, c'est des vraies questions à se poser parce que c'est là-dessus que vous allez faire une prise de décision pour dire je vais sur ce territoire-là
ou pas. Et ça, à l'international, malheureusement, c'est assez peu fait. C'est-à-dire qu'on va aller regarder plutôt par rapport à un besoin de marché et pas par rapport à des coûts d'acquisition. Et c'est une vraie problématique aujourd'hui où on va, dans le cadre de l'international, mettre en place des gros budgets, plein de structures d'aide pour aller valider un marché, mais ces budgets, en tout cas de test, sont assez importants. Alors, comment est-ce qu'on peut approcher son marché? Est-ce qu'on va être plutôt sur du quanti ou plutôt sur une approche quali? J'ai envie de répondre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure approche. Alors, du coup, c'est deux objectifs vraiment différents. Sur le quantitatif, c'est déjà à la répondre combien de personnes sont intéressées. Et ça va permettre d'associer ou regrouper différentes variables. Sur le qualitatif, c'est pour répondre à la question du pourquoi. Et là, on va être plutôt pour détecter les freins, l'intérêt, les habitudes et l'appétence en tout cas à payer. Et malheureusement, ces notions-là sont aussi très souvent confondues. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire répondre à la question du pourquoi sur du quantitatif. Et là, il y a beaucoup de biais qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est important de savoir pourquoi on le fait et à quelle phase. Et si je reprends la slide du début, par exemple sur la startup, au début, on est obligé de faire du quantitatif pour avoir en tout cas une vision un peu globale de notre marché et du qualitatif pour déterminer par la suite les freins et est-ce que les personnes sont vraiment en capacité justement d'acheter. Alors, sur les études quantitatives, les avantages, c'est que ça permet de mesurer, contrôler et de construire un instrument adéquat de mesure. Parce que là, on est vraiment sur des outils de pilotage qui peuvent être même totalement être automatisés. Ça permet de généraliser les résultats à l'ensemble d'une population et de construire des échantillons assez sympas. Et en investissant un peu plus, on peut avoir des échantillons hyper représentatifs. Donc, c'est vraiment un outil important. Ça permet aussi d'avoir des premiers outils de mesure de coût d'acquisition sur le de marketing. Par contre, la limite, c'est qu'on aura des qualités de réponse qui seront faibles et la qualité du plan de sondage qui est très souvent, en fait, avec des questions orientées. Alors, avoir des questions orientées, ça peut avoir un sens, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Donc, il faut absolument travailler la qualité de ces questions pour être le plus neutre possible, pour avoir les résultats les plus probants et avoir la démarche la plus ouverte. Si vous arrivez, par exemple, en disant, voici mon offre, qu'est-ce que vous en pensez? Forcément, là, on est déjà, on n'est pas forcément sur du quantitatif, mais en plus, la personne a forcément un biais par rapport, en fait, à votre offre et par rapport à la manière dont vous allez la présenter. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est de se poser la question, OK, écoutez, voici le problème que je veux résoudre. Quelle est justement la meilleure manière de pouvoir résoudre ce problème-là et est-ce que vous avez ce problème? Et ça permet justement d'avoir des vraies réponses quantitatives et en même temps, justement, un plan de sondage de qualité. Sur la partie quantitative, du coup, toujours, il y a quelques outils qui sont indispensables à maîtriser. Bien sûr, tous les formes, donc les formulaires web, il y en a plein, Typeform, Zooform, Google Form. Enfin, là-dessus, il y a pléthore de choix. La vidéo, parce que aujourd'hui, pour faire de l'acquisition, c'est de présenter votre service dans un deuxième temps, après avoir eu des réponses, sous forme de vidéo ou en tout cas la problématique à laquelle que vous souhaitez répondre. C'est très didactique, ça permet de faire passer des messages et il y a plein d'outils qui vous permettent de créer des vidéos assez simples. Xpli, qui était à la mode il y a quelques années, permet de créer des vidéos avec une main qui fait des dessins et ça fonctionne assez bien parce qu'on va pouvoir faire du visuel, travailler sur le visuel, sur l'auditif et sur le textuel. La mémoire photographique. Donc les gens vont plus facilement comprendre que si on est purement sur de l'écrit. La publicité, sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche, parce que aujourd'hui, si vous voulez avoir une quantité suffisante, il faut mettre un budget publicitaire pour récupérer un maximum d'informations. Le faire de manière gratuite et sur purement du bénévolat, entre guillemets, c'est plus compliqué et on a moins de réponses. Or, sur du quantitatif, il faut arriver à des échantillons qui sont représentatifs. Bien sûr, les landing pages, c'est indispensable pour tester différents types de propositions de valeur et en fonction de la campagne, ça va être aussi indispensable. Alors, il y a un Canva dont je ne parle pas ici, mais n'hésitez pas à regarder la proposition de value Canva
qui est très bien pour se poser les bonnes questions, ou la carte de l'empathie qui permettent aussi de se poser les bonnes questions autour de vos prospects. Il y a bien évidemment aussi les réseaux sociaux, donc animer du partage, créer des communautés, et c'est indispensable. Donc aller dans les groupes pour diffuser votre questionnaire, mais là aussi la vidéo va être un support qui va être essentiel. Et bien évidemment, les emailing, c'est indispensable pour pouvoir router en tout cas cette étude de manière la plus massive possible et avoir un maximum de retours. Alors, quel coût et quel temps? Aujourd'hui, ça va vous prendre de 20 à 30 jours en temps de travail. Donc, de la préparation de votre tunnel de vente jusqu'à l'interprétation de vos résultats. Et ce qui est important, c'est pas juste de regarder vos résultats et de dire « Ok, ma conclusion, c'est ça », mais c'est bien de vous créer votre propre livrable parce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous n'aurez pas le temps de le faire par la suite une fois que votre activité aura démarré ou redémarré si vous êtes dans le cadre d'une conception d'une nouvelle offre ou d'approcher un nouveau segment de marché. Donc, il faut le modéliser parce que c'est des choses que vous aurez peut-être à présenter à vos équipes, à vos partenaires, banques, financeurs, etc. Alors, combien ça coûte? Ça va vous coûter de 5 000 à 40 000 euros, que ce soit en interne ou à l'externe. Les 5 000 euros, ça peut comprendre les budgets publicitaires, réalisation vidéo, les outils, etc. Donc, vous pouvez optimiser, mais ça comprend aussi votre temps, puisque bien évidemment, votre temps, c'est aussi une ressource qu'il faut en tout cas prendre en compte quand vous mettez en place des actions. Alors, sur les bonnes pratiques d'une étude quantitative, il y en a 5 à connaître et à vraiment à prendre en compte. Déjà, prendre le temps de bien interpréter les résultats. C'est ce que j'évoquais à l'instant. Il faut vraiment rentrer dans le détail. Surtout dans une étude quantitative, le loup se cache dans les détails. Donc, il faut regarder tous les points de corrélation que vous allez pouvoir trouver. Et c'est un temps qui est non négligeable. Il ne faut pas le faire au doigt mouillé et pas trop rapidement. Il faut faire rêver ses prospects. C'est en gros, j'ai identifié que vous aviez un problème, je peux résoudre ce problème-là. Et dans la deuxième phase où vous présentez votre offre, une fois que vous avez récupéré les premières informations, là, il faut vraiment faire rêver le prospect de manière à ce qu'il ait envie d'aller plus loin dans ses réponses. Mais il faut savoir être neutre sur son propre projet. C'est-à-dire que du coup, ce n'est pas parce que c'est votre projet que vous êtes les meilleurs. Il y en a plein d'autres et dites-vous que si vous avez eu cette idée-là, de nouvelles offres, de nouveaux services, il y en a au moins 1000 personnes qui ont eu cette même idée. Donc, il faut savoir être neutre et ni trop l'enjoliver, ni à l'inverse, trop dégrader son image. Donc ça, c'est des notions qui sont vraiment essentielles pour avoir une bonne qualité, en tout cas, de retour. Bien sûr, bien construire et bien étudier vos échantillons. Donc, c'est là où votre segmentation, on va en parler juste après, va être essentielle pour bien segmenter son marché. Et prendre le temps de construire son outil, c'est indispensable parce que c'est ça qui va faire la qualité des retours que vous allez avoir, aussi bien en termes de quantité, d'ailleurs, que de qualité. Alors, sur l'étude qualitative, donc la phase 2 normalement, c'est que ça permet de comprendre finement l'interlocuteur et surtout de le laisser s'exprimer librement. Et là, poser un maximum de questions ouvertes. Et si vous pouvez, en tout cas, n'hésitez pas à enregistrer ces conversations. Et en plus, il y a plein de logiciels qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir, en tout cas, traduire à l'écrit ces conversations, donc de faire de la recherche sémantique. Donc, c'est hyper intéressant. Alors, par contre, ça demande de fortes compétences en termes d'écoute et c'est pas forcément donné à tout le monde, mais il faut faut vraiment avoir une écoute extrêmement active, fine et bienveillante en fait de la personne et ne pas chercher en fait à orienter la discussion, puisque si vous laissez le choix d'un sujet assez vaste et que la personne en fait part sur un sujet annexe, c'est que ça répond bien à un point de douleur. Et dans les notions de Lean Startup et de Design Thinking, on va en parler, c'est deux notions hyper importantes, cette écoute libre et de manière à pouvoir entendre ce qu'il y a derrière le discours et ne pas de simplement écouter ce que dit la personne. Et les compétences fortes, elles sont là. Alors, ça nécessite de connaître ses propres biais et ceux de la population étudiée pour savoir exactement ce qu'il en est. Alors, j'en parlais hier à un entretien avec un jeune entrepreneur sur le biais de la femme de ménage.
Le biais de la femme de ménage, c'est que quand on fait un devis, on appelle une entreprise pour faire un devis, pour faire du ménage chez soi, qu'est-ce qu'on va faire? On va ranger son appart et on va le nettoyer avant que la femme de ménage arrive ou l'entreprise. Ce qui va se passer, c'est que du coup, la personne va se baser en créant un devis sur quelque chose qui ne reflète pas la situation habituelle. Et ça peut être, quand la personne, l'intervenant, la femme de ménage se pointe, ça peut être catastrophique parce que la maison peut être sans dessus-dessous. Et donc, le client entraîner un mécontentement chez le client parce qu'il va dire, bah non, on avait prévu 2 heures pour que tout soit fait, mais en 2 heures, tout n'est pas fait. Donc ça, c'est des vrais biais qu'il faut prendre en compte quand on va pouvoir, en tout cas, étudier la population visée. Alors là, vous avez le codex des biais cognitifs, donc qui recense les 254 biais cognitifs que vous allez pouvoir télécharger. Donc qui ont, parmi toutes les études, donc il y en a pléthore. Alors ça peut vous rendre parano pour vous dire que au final, personne n'est capable de prendre une décision rationnelle. On est tous orientés par nos propres biais. Alors sur les études de Quanti, il manque une slide, c'est combien ça coûte sur une étude qualitative. Je veux dire, l'étude qualitative, ça va coûter, parce que c'est du temps à passer, entre 10 et 20 000 euros. Donc, suivant les méthodes d'interprétation que vous allez mettre en place. Et ce que je voulais surtout vous dire, donc il y a plein de méthodes, donc les focus group, donc on réunit des personnes autour d'une salle et on les fait discuter autour d'une solution et la tester en live. Ça a un avantage, c'est qu'on a ses prospects sous la main. L'inconvénient, c'est que le groupe va s'auto-influencer. Il y a les entretiens individuels. Idéalement, faut avoir aussi des notions de psycho, de socio et d'éthologie. Ça permet en tout cas d'aller beaucoup plus loin dans l'interprétation des résultats. Si on veut évaluer la politique commerciale, il faut plutôt le faire avec des profils commerciaux marketing pour comprendre le point de douleur et voir en tout cas l'appétence du client qui va avoir à acheter la solution et quels sont les freins à l'achat. Et c'est là où, dans une étude qualitative parfaite, on va faire intervenir en fait une multitude de profils experts. Alors, comment on peut approcher un nouveau territoire géographique? Alors, il y a une méthode à connaître, parce que là aussi, on a vu vraiment l'étude Quanticali sur comment étudier son marché. Et là, on va passer à la phase de comment on fait pour l'approcher. Donc, sur l'approche géographique, il y a un truc, c'est ce qu'on appelle le marketing de l'écosystème. Donc, c'est assez simple, mais c'est un peu chronophage. C'est de faire une mind map. Donc, pour ceux qui connaissent pas le mind mapping, il y a Xmind, par exemple, qui est gratuit, qui est très bien, qui permet de faire des mind maps assez intéressantes. Donc, ça va être de créer une carte, ce qu'on appelle une carte heuristique. Donc, ce sont différentes branches, avec une branche, une idée. Et dans le cadre du marketing de l'écosystème, c'est qu'on va mapper, on va créer une carte de tout l'écosystème qu'on veut viser. Vous êtes en Bretagne, vous travaillez en Bretagne, vous voulez aller explorer les Pays de la Loire ou la Normandie, vous allez voir tous les acteurs qu'il y a sur ce territoire-là que vous allez devoir viser. Donc, vous allez raisonner en fonction de vos segments de marché A, B, C, qui sont les principaux prospects que vous allez viser. Idéalement, de faire un top 100 des prospects sur chacun des segments de marché. Quels sont les partenaires locaux que vous allez devoir aller contacter, voir? Quels sont les prescripteurs actuels que vous connaissez et que vous devriez pouvoir aller connaître? Et quels sont les influenceurs locaux? Et ça vous permet de mettre en place une démarche de réseautage local hyper efficace. C'est du temps à passer, c'est 3, 4, 5, 6 jours, suivant la complexité du territoire. Mais à côté de ça, c'est un temps infini de gagner parce que vous savez tout de suite quels sont les bons acteurs à aller contacter. Et vous avez une roadmap commerciale des différents acteurs à aller chercher. Et à partir de là, vous pouvez vous mettre un plan d'action pour dire il faut que je contacte ces 300 boîtes, ces partenaires, etc. et valider que ce territoire géographique est le bon. Et là, vous allez pouvoir avancer. Idem à l'international. Et là, vous allez avancer rapidement par la suite et prendre les bonnes décisions de manière factuelle. Vous pouvez la coupler à une autre action, à une autre méthodologie qui s'appelle la stratégie du projet latéral, qui est plutôt enseignée à l'ENA habituellement. Donc ce bouquin se trouve assez peu en neuf, il est beaucoup en occasion, il n'a pas été réédité depuis un moment, mais il est vraiment d'actualité. Et ça va vous permettre en fait de savoir sur des territoires complexes avec qui vous allez pouvoir travailler pour prendre des parts de marché. Alors, il est plutôt fait pour mener des projets publics, mais il s'adresse parfaitement en fait quand on veut mettre en place des actions de réseautage sur des nouveaux territoires géographiques et savoir quels sont les acteurs avec qui travailler, quels sont les acteurs à laisser de côté.
Alors, bien évidemment, donc il va falloir aussi travailler autour de ces segments de marché. Alors, on le rappelle quasiment à chaque intervention, il y a 3 types de segments de marché. Les segments de marché stratégiques, ce sont les grands marchés, l'industrie, le service, les comptables, les possesseurs de C3, CENIC, par exemple. Voilà, donc les grands marchés. Les segments de marché marketing, qui permettent de définir les cibles. Je vais vous présenter comment ça marche. Et les segments de marché commerciaux qui permettent en fait de calculer la rentabilité par segment de marché marketing. Donc les segments de marché stratégiques permettent de se positionner et de voir quel est le nombre de cibles et la taille du territoire. Donc c'est important de le faire au démarrage. Et là, on revient sur la notion de territoire pour voir exactement quelle est la taille du territoire qu'on va aller approcher. Ça sert à rien si on va viser les industries entre 100 et 300 personnes et qu'on se rend compte qu'en Auvergne, il n'y a que 10 industries, par exemple, alors que dans le nord de la France, il y en a 500. Bah, le choix est assez vite fait en termes de potentiel de marché. Donc, c'est essentiel de travailler autour de ça. Et c'est mon marché marketing, on va y venir juste après. Donc, Starbucks a fait ce travail-là. Donc, c'est 5 ans. J'ai pas mis à jour la slide parce qu'il y a 2 ans, c'était il y a déjà 5 ans. Donc, ça fait plutôt 7 ans. Et passé de 40 segments de marché stratégiques à 400 000 segments de marché marketing, puisqu'ils l'ont travaillé de manière hyper fine pour adapter leur campagne de communication, marketing et commerciale. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet de créer un discours spécifique à une cible et de tester cette cible-là pour valider que c'est le bon chemin dans l'entreprise. Et c'est là où, je prends un exemple, il y a quelques années, il y a eu les responsables SEAL, puis les DPO qui ont été créés, donc les postes orientés autour de la data dans les entreprises suite à la RGPD. Ces postes-là qui étaient nouveaux étaient extrêmement accessibles la première année. Deuxième année, transformation ou troisième année, transformation des responsables SEAL, donc Commission informatique et les libertés, je crois, et DPO, Data Protection Officer, ont été transformés en DPO. Et ce sont devenus des profils inaccessibles du jour au lendemain. Donc cette cible-là qui était bonne est devenue une cible inaccessible. Et il fallait repasser par la DSI, par la RSSI, de manière à redescendre parmi ces DPO, si on s'adressait directement à eux. Donc, c'est là où on a une réflexion d'approche, de territoire qui va être différente, puisque le territoire des DPO est passé d'accessible à inaccessible quasiment du jour au lendemain. Et là, il faut revoir un nouveau segment de marché. Donc, on change de territoire au niveau de son segment de marché pour approcher autre chose, donc déterminer des nouveaux discours, des nouveaux plans d'action, des nouveaux canaux d'approche. Alors, un segment de marché marketing, c'est quoi? C'est 4 grands critères. Donc, le marché stratégique, le grand marché. Quelle offre? Parce que si vous avez plusieurs offres, vous allez mettre créer plusieurs segments de marché. Un segment de marché, une offre, parce que vous n'allez pas avoir les mêmes discours, les mêmes points de douleur. Quels interlocuteurs? Parce que pareil, les interlocuteurs dans la même entreprise n'ont pas nécessairement les mêmes points de douleur. Un DAF sera plutôt orienté finance sur ses points de douleur. Un DPO sur la qualité de la donnée et en tout cas l'aspect légal de la donnée, un RSSI sur la sécurité de la donnée, par exemple, et on pourrait imaginer un directeur commercial, lui, sur le retour sur investissement qu'il va pouvoir faire de ce service. Et pourtant, ils vont tous acheter le même service. Donc, c'est important de bien dimensionner son discours et de le travailler de manière différente. Et enfin, donc c'est en effet quel point de douleur, discours ou canal, d'ailleurs, on pourrait dire, d'approche on va choisir. Donc, c'est important de modéliser ça. C'est un vrai temps à passer, mais qui permet d'être hyper efficace dans son approche. Alors là, vous pourrez télécharger un document ressource pour construire vos segments de marché en 4 étapes et en fait, à la fin, pouvoir aussi créer votre planning de publication et vos modes de test marché. Alors, créer une nouvelle offre, donc sur cette slide-là, on pourrait faire un atelier à part entière. Pour créer une nouvelle offre, il y a plein de méthodes, mais j'aime beaucoup celle-ci parce que elle est très méthodologique, on peut la respecter facilement et ça permet d'avancer. Donc le design thinking qui permet de valider son idée par de l'empathie, donc par une démarche d'ouverture et de fermeture. C'est-à-dire qu'on va détecter un problème, on va aller comprendre la position du client et après on va définir une solution qu'on va aller présenter à son client. Par la suite, on va faire toute une succession d'expérimentations, donc les POC qu'on avait évoqué tout à l'heure pour les startups, mais c'est valable pour
tout type d'entreprise. Ces expérimentations nous permettent un phénomène d'apprentissage. Qu'est-ce qui marche pas. On va reconstruire et itérer pour résoudre tous ces problèmes, mesurer l'efficacité, puis faire un pivot si nécessaire. Il faut persévérer dans ces pivots jusqu'à trouver la bonne solution et apprendre pour passer à une vraie phase de production. Donc, la méthode agile permet de produire en mode sprint. Et on revient sur le Lean Startup qui permet de valider en tout cas son innovation. On va faire des allers-retours entre les deux jusqu'à arriver à une solution parfaite, pas forcément d'un point de vue technique, parce qu'on n'aura jamais de solution parfaite, mais en tout cas d'un point de vue marché qui est vendable. Et après, on va se servir du gros hacking. Donc, le gros hacking, ce sont des modèles de micro-actions qui permettent de valider ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et par la suite, on peut les dupliquer une fois que ça fonctionne bien. Donc, on est vraiment dans de la maîtrise de coûts en permanence. Et là aussi, on utilise des pivots pour valider à chaque fois ce qui marche pas. Et on revient sur le tunnel de vente que j'ai expliqué tout à l'heure pour voir où est-ce que ça bloque pour revoir ce qui bloque et faire avancer les prospects dans le tunnel de vente, etc., etc. Et là, on a quelque chose qui est une spirale positive et qui permet de générer de la croissance de l'idée jusqu'à la vente.